60% des personnes affirment que leur peau réagit directement à leur niveau de stress. Ce chiffre, issu d'une étude de l'American Psychological Association, nous rappelle une chose essentielle. La peau ne ment jamais. Rougeur, imperfection, sécheresse. Et si ces signes étaient les messagers silencieux d'un déséquilibre plus profond? Dans un monde qui valorise la performance cognitive et la productivité, on oublie souvent que notre peau, elle aussi, parle de stress, d'inflammation ou de surcharge interne. Dans cet épisode, on s'interroge. Que révèle notre peau sur notre état émotionnel, notre microbiote, notre niveau de stress? Quel lien entre cortisol, radicaux libres et vieillissement cutané? Et si prendre soin de sa peau, c'était avant tout prendre soin de soi? Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Erika Foguero. Avec elle, on explore les liens profonds entre cerveau, peau et hygiène de vie, et comment remettre l'intelligence du corps au cœur de la performance. Erika, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous invitation. Donc, tu es la fondatrice de Combo, une marque de soins et de compléments qui incarne une approche profondément innovante, celle d'une beauté issue de la santé, construite sur la connaissance du corps et le respect de sa physiologie. Avant de créer Combo, tu as évolué dans l'univers de la création, du design et de l'innovation avec une forte sensibilité aux enjeux culturels et scientifiques. C'est ton parcours, fait d'exploration personnelle autour de la santé, du stress et des déséquilibres cutanés, qui t'a mené à réinterroger en profondeur la place du soin, du geste et de l'intention dans la cosmétique et dans la santé globale. Combo, c'est aujourd'hui une marque reconnue pour son exigence, sa transparence et sa recherche rigoureuse, à la croisée de la biologie, de la neuronutrition, du microbiote et de la peau. Tu portes une vision de la santé holistique, mais aussi éthique. Une santé qui prend en compte le long terme, l'environnement, l'humain et l'émotionnel. Tu es aussi une entrepreneure qui s'interroge sur le rôle des marques dans un monde en quête de sens et sur la manière dont on peut réconcilier performance, santé, respect du vivant et intelligence collective. Et c'est précisément pour ça que nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble ce thème encore trop peu abordé, le lien entre peau, cerveau, stress, inflammation et performance. Et pour mieux comprendre comment prendre soin de sa peau, c'est parfois et peut-être même d'abord prendre soin de son équilibre intérieur. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les deux pour l'invitation, je suis ravie. Alors, tu le sais, c'est un peu notre ouverture traditionnelle du podcast. Pour toi, qu'est-ce que la performance? Alors, je me suis longtemps interrogée justement sur cette notion de performance. La performance, pour moi, elle doit être durable. Et donc, pour être durable, elle doit aussi découler d'un certain équilibre. Alors, performer, ça veut pour moi dire s'épanouir, réussir à aller au bout de ses convictions, de ses envies, mais aussi à s'assurer que ces réussites, cette performance respecte aussi un certain équilibre, qui soit intérieur, personnel, professionnel. Voilà, pour moi, c'est ça la performance. C'est être bien, en fait. Parfaite définition. Et qu'est-ce qui t'anime? Quelle est ta mission de vie? Alors, c'est une grande question. De manière très abstraite, j'ai du mal avec tout ce qui me semble être injuste. C'est quelque chose qui m'a toujours animée de lutter contre l'injustice. Et sinon, de manière beaucoup plus concrète, même si on peut faire des liens toujours, ce qui m'anime, c'est d'apprendre
chacun sa personnalité, chacun ses envies, mais moi j'ai réalisé que ce que je voulais faire toute ma vie, c'était apprendre des nouvelles choses, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et si je peux apprendre en lien avec le secteur du bien-être, de la beauté, de la santé, c'est tout gagné. Donc voilà, ma mission, c'est d'aider les gens à prendre soin d'eux, de leur équilibre physique et mental. Et puis moi, c'est bonus parce que ça me permet d'apprendre. Voilà. Génial. Alors, tu es fondatrice de la marque Combo, qui est une marque qui est engagée, qui a une démarche consciente, holistique aussi. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette sensibilité et cette approche vers une conscience holistique ? En fait, c'est mes expériences de vie personnelles. J'étais pas, mon parcours de vie est plutôt classique et j'avais pas cette sensibilité auparavant quand j'étais plus jeune. C'est juste que j'ai eu de l'acné très tôt et j'ai eu aussi des problèmes digestifs très tôt. Alors très tôt, c'est de l'acné, c'était dès mes 12 ans. Ah oui. Et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à mes 25, 26 ans. Et problèmes digestifs depuis toujours. J'ai toujours eu des soucis de digestion très incomprises. Du coup, j'ai été cataloguée comme la fragile du groupe, peu importe que ce soit avec les parents de mes amis, les maîtresses. J'étais la fragile du groupe. En fait, maintenant que j'ai compris mon souci, je suis pas si fragile que ça. Donc voilà, j'ai très tôt eu des soucis de santé, je dirais, même si c'est pas des choses qu'on juge graves, c'était des choses dérangeantes dans mon quotidien. Et tout s'est accéléré quand je m'en sortais pas de mon acné. Parce qu'en fait, au début, c'est dérangeant, ça crée des complexes, mais on reste dans une phase qui est plutôt connue et classique, je dirais, de l'adolescence. Mais quand à 20 ans, 21, 24 ans, vous avez de l'acné, qui plus est, moi, je travaillais dans le secteur de la beauté, là, ça commençait à être un peu plus compliqué. Et donc, j'ai fait des traitements médicamenteux. Qui marchaient de manière plutôt aléatoire puisqu'ils étaient très efficaces mais très très difficiles et c'était, je pense, une rude épreuve pour mon organisme. Et en plus, j'ai dû les répéter, les traitements, sur plusieurs années, puisqu'à chaque fois, ça revenait. Et c'était des traitements type Roaccutane, la pilule contraceptive. Pilule contraceptive, Roaccutane, doxycycline aussi, un autre antibiotique. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques. Alors, je pense que j'avais un terrain, mais du coup, ça a complètement emballé la machine digestive. Donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Là, ce que je vous explique, c'est un peu mon analyse avec plus de 10 ans de recul. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Sauf que plus je faisais mes traitements, plus j'avais des soucis de digestif. Et j'en étais rendue à un point où j'avais un handicap, même social. C'est-à-dire que dès que je mangeais dehors ou quelque chose, fallait absolument que j'aille dormir après, mais dans les minutes qui suivent. Je m'endormais partout. Du coup, j'avais un ventre digne d'une femme enceinte de 6-7 mois. Donc, à chaque fois que j'allais voir un médecin, on m'en prescrivait des échographies pour être sûre que j'avais pas une grossesse cachée ou un déni de grossesse. Et surtout, j'étais hospitalisée régulièrement pour crise de l'appendicite, sauf que j'avais pas de crise de l'appendicite. J'ai pas d'appendicite. Donc, j'étais hospitalisée régulièrement 2, 3, 4 jours, le temps de surveiller que mon appendice allait bien alors que tout ça allait bien. Et en fait, voilà. Donc, c'était un peu un handicap aussi de vie. Et je ne savais pas ce que j'avais. Et pourtant, tu avais vu des gastro-entérologues. Ah ouais. J'imagine. Et en fait, en gros, moi, on m'expliquait que c'était le stress et qu'il fallait que je fasse attention à mon alimentation, que probablement je faisais partie des jeunes qui faisaient plein d'excès, etc. Enfin, c'était vraiment lunaire. Donc, j'avais aucun réconfort, ni conseil. Non, puis on remettait en doute ta parole systématiquement, en plus. Ouais, et puis bon, après, tu deviens un peu zinzin. Enfin, tu te demandes si effectivement t'es pas peut-être un peu stressé. Du coup, ça te rend tellement malade de manger que tu veux plus manger. Donc là, c'est hyper border parce que moi, j'ai pas eu de problème alimentaire dans ma vie, mais là, tu commences à associer la nourriture au mal-être. Donc voilà, j'ai juste eu la chance de trouver un bon médecin généraliste, qui me parle du régime FODMAP.
qui m'éduque au régime FODMAP et qui m'encourage à le faire, mais de manière assez stricte. En gros, il m'a dit, bon, on va tester. Moi, je connaissais pas, je me suis renseignée. Par contre, je crois que ton intestin, si c'est ce que je pense, est tellement abîmé qu'il va falloir le faire, mais hyper strict, quoi. Voilà, donc je l'ai fait. Tu l'as fait combien de temps? Alors, la version stricte, je l'ai faite 6 mois. Wow. C'est très long, hein. En gros, j'ai mangé du riz, des pommes de terre pendant 6 mois. Donc, ça a été très dur. Et donc, j'étais en carence. Bah, bien sûr. Le problème, c'est que j'étais dans un tel état interne que, en fait, dès que je remangeais quelque chose d'autre, ça allait pas. Donc, en fait, voilà, j'ai fait mon régime FODMAP très strict 6 mois et j'ai dû commencer à m'intéresser aux compléments alimentaires parce qu'en fait, il fallait bien que j'ai des vitamines, des minéraux, etc. Donc, c'était mon premier contact avec le complément. Ça a été celui-ci. Là, t'avais quel âge? J'avais 23 ans, 22, okay. 23 ans. Et en fait, j'ai découvert un nouveau monde parce que passé cette période très difficile, en fait, je me suis rendu compte de plein de choses quand je réintroduisais les aliments après. Dans la deuxième phase, où on a le droit de réintroduire des aliments. Je me suis rendu compte que je digérais beaucoup mieux le cuit que le cru, que les légumes crus, en fait, ça me rendait un peu malade. Je me suis rendu compte parce qu'en fait, chacun est différent, hein. Chacun va réagir différemment. Peut-être que pour nos éditeurs, ça vaut peut-être le coup d'expliquer ce que c'est que le régime FODMAP. Alors, c'est un régime qui a été développé, concept, et un régime qui a été développé en Australie par une professeure dont malheureusement je ne connais plus, enfin j'ai oublié le nom, mais qui a été précurseur sur tous les thèmes de syndrome de l'intestin irritable, perméabilité intestinale et j'en passe. Et c'est un régime qui consiste en fait, de manière très schématisée et résumée, à retirer la majorité des familles d'aliments pour rester au début sur des aliments qui vont être extrêmement neutres, type riz, pommes de terre, poisson vapeur, pour aider votre barrière intestinale à cicatriser et surtout à apaiser l'inflammation. Et ensuite, une deuxième vocation dans ce régime, c'est que la réintroduction des familles d'aliments doit se faire de manière extrêmement lente et progressive. Et en fait, ça a le mérite d'éduquer, en fait, de vous éduquer à la compréhension de vos réactions face à chaque famille d'aliments. Alors c'est très spécifique, il y a des modalités différentes en fonction des maux d'intestin qu'on peut avoir, mais voilà, grosso modo c'est un régime qui fait partie des régimes, moi, que je dirais anti-inflammatoires. En tout cas, ça a le mérite d'éduquer sur tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire. Voilà. Et du coup, tu as fait ça strictement pendant 6 mois. Et ensuite, comment ça s'est fait petit à petit la reprise? Après, j'ai fait une réintroduction. J'ai très vite compris ce qui se passait. C'était génial parce que du coup, j'étais en hyper connexion avec mon système digestif. Et surtout, j'étais quand même dans une phase de crise aiguë de ma maladie depuis de longues années maintenant. Donc, en fait, de toute façon, mon corps ne digérait rien de ce qui n'était pas OK. Donc là, c'est là que tu as détecter la maladie du syndrome du côlon irritable. Ouais, c'est ça. J'avais une variante, parce que de toute façon, il y a plein de variantes. Mais voilà. Et donc, là, j'ai détecté ça, j'ai fait ce régime-là, je me suis familiarisée avec les compléments alimentaires. Et en fait, pour vous résumer, en gros, ça allait mieux. J'ai commencé à comprendre tout ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, mais surtout, j'arrivais pas à digérer les compléments alimentaires. Je trouvais que l'expérience était un peu horrible. Et en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que quand même c'était un peu bizarre parce que il y avait, c'était potentiellement les formes d'actifs et d'ingrédients que j'ingérais que mon corps ne reconnaissait pas. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on se dit c'est une vitamine. En fait, bon, j'ai découvert tout un monde. J'ai découvert aussi le monde des additifs qui sont pas si graves, mais moi étant extrêmement sensible, en fait, dès que c'était une forme vraiment pas terrible ou autre, ça passait pas. Donc ça m'a sensibilisée à ce type de produit. Et déjà j'étais un peu triste parce que je pouvais rien prendre. Donc je pouvais ni prendre soin de ma peau qui avait toujours ses problèmes, ni prendre soin de mes cheveux. Ah, t'avais toujours les problèmes d'acné malgré le régime FODMAP. Ça s'enrayait, mais ça a mis, moi, mon acné est parti quand j'avais 28-29 ans. Ah ouais. Au bout de là, par exemple, aujourd'hui, j'ai toujours cette maladie, ma maladie de l'intestin irritable, mais je veux dire, j'ai pas du tout la même vie qu'avant. Mon Ta peau est impeccable. C'est clair. J'ai appris à vivre avec tout ça. Maintenant, c'est naturel, mais ça a mis beaucoup de temps à se réparer. Et puis aussi maintenant, moi, c'est quasiment devenu un réflexe, mon alimentation. Je fais ce que j'appelle
comment expliquer ça? C'est pas dans le sens régime que je dis ça, mais je fais des excès c'est-à-dire je peux manger des pâtes, des pizzas, mais je sais que il faut pas que j'abuse, mais c'est pas dans le sens pareil encore une fois du régime, c'est dans le sens de l'inflammation intestinale moi. Donc voilà, maintenant tout va bien, ma peau va mieux et en fait oui, c'est là où en fait je me suis rendu compte que l'alimentation était intimement liée et tout ce qui se passe à l'intérieur à notre peau, à nos cheveux et à notre état aussi mental. Et du coup, tu as pu enrayer ce phénomène de fatigue chronique, notamment post-prandial, donc après les repas. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, la fatigue post-repas, c'est un signal que j'ai pas mangé ce qu'il fallait ou que j'ai fait trop d'excès. Parce que moi, c'était vraiment, moi, mon surnom, c'est la mamie. Moi, je peux pas manger un paquet de chips comme mes copains à l'époque. Maintenant, on est vieux, mais et en fait, je vais me coucher. Donc voilà. Mais c'est insurmontable. C'est pas que je suis un peu fatiguée, c'est qu'il faut absolument que je me mette en pause, quoi. Donc je préfère ne pas manger mes chips et être attentive aux gens qui en face de moi et à ma soirée, par exemple. Donc ouais, c'est un des signaux que les gens sous-estiment. Merci beaucoup pour ce partage et ta... Désolée, je suis partie dans mon histoire. Merci beaucoup pour ta générosité, ta sincérité. Je pense que beaucoup pourront se revoir dans ce témoignage, donc c'est très important. Et justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, on comprend que la peau est le miroir de notre santé intérieure. Et pour faire un peu un parallèle aussi avec une notion qui nous est chère à Charline et moi par rapport à toutes ces notions de naturopathie, on dit que la peau est un émonctoire secondaire. Est-ce que tu peux donc nous expliquer pourquoi concrètement on dit ça et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors moi, ce que j'ai découvert au cours de mes recherches, c'est qu'en fait, donc la peau est un organe émonctoire, comme les poumons par exemple, ou comme bien d'autres organes. Sauf que quand on dit secondaire, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en gros, ça veut dire qu'elle prend le relais des premiers organes émonctoires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, lorsque la peau va mal, ça veut dire que le reste de tous les organes émonctoires et donc de tout le processus de gestion, d'évacuation des toxines est complètement surchargé. Donc, ça veut dire que dans la chaîne d'accumulation de toxines, de crise inflammatoire ou autre, la peau est en dernier. Et donc, quand vous avez une problématique de peau, c'est le signal que c'est déjà installé ou en tout cas qu'il y a quelque chose à faire. C'est comme ça que moi je l'explique et c'est comme ça que je le comprends. Donc ça veut dire que quand il y a une problématique de peau, il va falloir peut-être, adopter une routine skincare adaptée, mais surtout il va falloir faire un travail d'interrogation sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui a généré cette inflammation, cette accumulation de toxines? Pourquoi ma peau là est soudainement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur? Et ça peut paraître évident quand on le sait, mais c'est pas si facile que ça à comprendre. Absolument. Je pense que beaucoup n'y pensent même pas, ne le savent pas. On s'interroge pas du tout dans ce sens-là. Ouais, pas du tout. Tout à fait. Déjà de savoir qu'on a certains organes qui sont dédiés à l'élimination de nos toxines, de gérer l'inflammation, etc. Déjà, ça c'est une première avancée. Il y a poumon, il y a foie. Ouais, l'intestin, les intestins. Les intestins, ouais. C'est hyper, Est-ce que tu sais un petit peu nous parler des signaux type, on a parlé d'acné, mais aussi l'eczéma, les rougeurs, etc. Et à quoi c'est dû? Et aussi, ça peut être une surcharge, mais ça peut être aussi une carence. Oui, bien sûr. Enfin, des carences même. Bien sûr. Et c'est là qu'intervient aussi la complémentation. Exactement. Voilà. Alors, en fait, de manière encore une fois assez schématisée, résumée, l'inflammation, déjà, c'est un facteur, c'est un dysfonctionnement interne qui va se manifester de différentes manières en fonction de l'organisme qu'on a, de qui on est, comment on vit, des critères et des tenants et aboutissants de notre corps. Donc
Donc l'inflammation chez quelqu'un va pouvoir se manifester par de l'acné inflammatoire, ou par des plaques rouges, des démangeaisons, de l'eczéma. En fait, il y a de plus en plus d'études qui sont récentes qui tendent à démontrer que l'inflammation est souvent donc déjà trouve son cœur dans l'inflammation intestinale, et que l'inflammation intestinale est complètement impliquée de manière égale, que ce soit au niveau de l'acné ou au niveau de l'eczéma. Donc quand on a du psoriasis, de l'eczéma, des rougeurs, des démangeaisons ou de l'acné, bah en fait la cause en général est commune. Donc ça, personne ne le sait, mais c'est hyper intéressant déjà de le comprendre. Et ensuite, au niveau des carences, bah, c'est très simple. C'est un peu... c'est pas descendant, c'est un peu un cercle vertueux ou vicieux. En tout cas, j'aime bien le schématiser comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que donc on est censé avoir tous les apports en vitamines, minéraux la majorité de par notre alimentation. L'intestin fait ensuite son travail de redigestion, retransformation de ces éléments essentiels, et puis va les amener par le sang ou autres aux organes. Mais il y a des petits challenges déjà qui se posent, parce que quand on a une inflammation intestinale ou autre, en fait, il y a des groupes de vitamines, par exemple, qui vont être plus difficiles que d'autres à digérer ou à absorber. En tout cas, par exemple, moi, c'était mon cas. J'ai découvert que le groupe des vitamines B est vraiment très challengeant. Absolument. Alors déjà, c'est trop dommage, parce que en fait, les vitamines B sont impliquées dans plein de choses très intéressantes, et puis aussi dans l'équilibre de la peau, des cheveux ou autre. Et donc en fait, moi je comprenais pas, parce que j'avais quand même une alimentation, suite à toute l'histoire que je vous ai racontée, relativement saine et équilibrée, mais j'avais des problèmes d'ongles, de cheveux. Et en fait, j'ai découvert que c'est parce que moi, je fais partie des gens qui absorbent très mal les groupes de vitamine B. Et donc, par exemple, une supplémentation va toujours être quelque chose à garder en tête. Donc voilà, il y a un peu des challenges comme ça. Donc, tout part toujours de l'intestin. Il est très important de prendre soin de son équilibre intestinal. Tout part toujours de l'inflammation, en tout cas dans ma manière de voir les choses aussi. Mais les carences peuvent enrayer le bon fonctionnement de certaines synthèses. Puis le corps, il a des priorités, il est comme tout le monde, il a une to-do. Et puis en fait, il va déprioriser certaines choses pour servir d'autres choses. Quand il manque quelque chose, alors il va assurer les fonctions vitales, et du coup, il y a d'autres fonctions qui vont être moins assurées. Donc, je trouve qu'il faut vraiment aussi comprendre que c'est pas je suis en carence ou je suis pas en carence. Il y a tout un spectre au milieu. Quand il s'agit notamment de vitamines et de minéraux, l'idée c'est pas d'être dans le côté je veux pas faire peur ou autre, mais c'est pas tout noir ou tout blanc. Et en fait, quand on a des problématiques notamment de peau, de cheveux ou autres, ça peut vouloir dire qu'on a j'aime pas trop ce mot-là, mais des micro-carences ou des légers dysfonctionnements de redistribution de ces groupes de vitamines ou de digestion de ces vitamines, même si on s'alimente bien ou même si on le soupçonne pas. Donc en fait, il y a plein de subtilités et oui, notamment sur les vitamines B, un problème de peau, de l'acné, un problème de cheveux peuvent être la manifestation de fortes carences en vitamine B, mais aussi par exemple en vitamine D. Et ça, personne n'en parle. J'ai fait cette découverte de manière assez intuitive. C'est que en fait, moi, je suis souvent en carence de vitamine D. Et en fait, je trouvais pas d'études. Avec mon équipe, on cherchait. Je disais, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas un lien de cause à effet entre la carence en vitamine D et la chute de cheveux? Parce que c'est instinctivement comme ça, je pense. Et en fait, on a mis beaucoup de temps. On a dû quand même faire nos recherches, rencontrer des professeurs, passer des coups de téléphone. Et en fait, il semblerait que la carence en vitamine D pourrait être liée à des chutes de cheveux inexpliquées et des problématiques de peau. Et si je me trompe pas, il y a aussi la vitamine K, non? Oui, qui est hyper importante. Oui, après il y a le zinc. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses. C'est juste que j'aime bien parler de la D et de la B parce que c'est un exemple de choses qu'on soupçonne pas vraiment, qui en fait sont pas si évidentes et c'est pas si tranché. Et où il y a une synthétisation qui peut justement être très variable selon les individus. Et donc il faut être hyper attentif à ça. C'est ça. En fait, on nous fait souvent tester dans les analyses de sang la vitamine
vitamine D, mais pas forcément la forme active déjà, D3. Ah oui, non, mais voilà. Déjà, ouais, mais voilà, déjà. Ouais. Et ensuite, on nous fait jamais checker la vitamine B. Ouais. Enfin, le groupe B, parce qu'en fait, c'est toutes les vitamines du groupe B qui sont hyper importantes. Ouais, tout à fait. À la limite, il y a la B12 qu'on fait checker parce que ça a un impact direct sur les capacités cognitives. Mais le reste, les médecins les connaissent même pas, en fait. Non. Et puis en plus, comme, encore une fois, je veux pas remettre en question la médecine, etc. C'est pas mon propos, mais en fait, comme souvent, ça impacte des problématiques. Parfois, ça peut avoir des conséquences sur notre vie et notre santé non négligeables. Mais les manifestations, parfois, sont, je dirais, plus superflues pour certains médecins. Ils se disent bon, c'est pas très grave, ça va pas les empêcher de vivre, quoi. Et donc en fait, c'est pas très bien pris en charge ni testé parce qu'on juge que c'est un peu en surface, que c'est pas élémentaire. Et donc c'est pour ça que parfois c'est un peu lunaire ce qui se passe parce que on a face à nous des personnes qui sont en dépression, qui ont des soucis de peau, des soucis de perte de cheveux, de stress, de troubles de l'attention, etc. Et en fait, on se rend compte que le diagnostic et l'analyse de leur état de santé est déjà un peu incomplet. Donc c'est tout un sujet. Complètement. C'est ça. Mais moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure par rapport à ce que tu dis, même si en effet, t'as été accompagné par certains médecins, etc., il n'empêche que, c'est quand même toi qui as fait tes recherches et qui est allé vérifier. Ah ouais, complètement. Et puis voilà, tu peux. Complètement. T'as été vraiment actrice de ta santé pour le coup, au en sens fait, littéral. j'étais un peu obligée, quoi, parce que sinon, j'étais dans une errance médicale assez grave, qui m'handicapait. Et en plus j'avais cet handicap aussi visible et invisible. J'avais le handicap de la digestion et j'avais le handicap de l'acné. Moi j'ai traversé des phases où en fait les gens ils me regardaient dans les magasins quand je me promenais et donc en fait après je voulais plus sortir de chez moi. Parce que dès que j'allais me promener ou autre, les gens ils font pas exprès, c'est pas du tout de leur faute et c'est pas mal intentionné encore une fois. Mais du coup, je voyais qu'ils étaient en train de regarder mes boutons de manière assez insistante et du coup j'étais quand même jeune, donc à force ça crée des angoisses quand même. Enfin, je voudrais quand même souligner le parcours du coup. Ah oui. Quand on sait que t'es partie de là et que aujourd'hui, non seulement t'es entrepreneur, en plus t'as revendu ta boîte à une très belle marque, et en plus tu parles dans les médias. Enfin voilà, t'as une vraie figure de leader dans les médias, etc. Donc waouh quoi. Enfin, je voulais souligner et puis donner aussi pas mal d'espoir aux gens qui peuvent traverser les soucis que t'as traversés en fait. Oui. Et puis aussi le côté isolation sociale liée à ça, incompréhension de la part de l'entourage. Alors maintenant, je vais vous dire, ça me touche plus. Et puis voilà, mais allez, quand on est jeune, c'est souvent lié à des périodes de vie qui sont un peu charnières, déterminantes, qui peuvent contribuer à la construction de notre équilibre. Et donc, c'est assez déstabilisant. Mais oui. Absolument. Et donc là, justement, tu nous disais que ces difficultés-là ont entraîné une difficulté, avec de l'angoisse, etc. Mais ça peut être aussi à l'inverse. On peut aussi se poser la question parfois si certains troubles de la peau sont pas une manière qu'a le corps d'exprimer des problématiques mentales, d'angoisse, dans un autre sens. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de ça un petit peu? Oui, en fait, je me suis rendu compte que l'inflammation. Donc c'est plutôt moi en étudiant l'inflammation et toutes les réactions et les mécanismes qui sont liés aux crises inflammatoires ou à l'inflammation plus pérenne, je dirais, qu'en fait, il y avait des causes à l'inflammation. Et les causes à l'inflammation, en fait, il y a plein de grandes familles. Donc, bien sûr, il y a le déséquilibre au niveau de l'alimentation, mais il va y avoir aussi le stress. Pourquoi? Et encore une fois, vous me dites si je me trompe. Pareil, moi je fais toujours des raccourcis dans ma tête, ça fait un peu de place dans le cerveau, mais c'est très bien parce que c'est de la vulgarisation et c'est tout à fait ce qu'on cherche aussi à travers. C'est qu'en fait le stress va générer un excès de cortisol notamment, et cet excès de cortisol qui est l'hormone, c'est ça, du stress, va déclencher une réaction inflammatoire.
Oui, absolument. Quand c'est chronique. Sinon, on est en bonne santé, on a un coup de stress. Le cortisol permet de gérer en fait le stress. En fait, il peut y avoir un bon stress. Exactement. C'est là qu'on peut distinguer bon stress et mauvais stress. Absolument. Quand à la base, la réaction de stress entre guillemets est plutôt bonne. Oui. Elle permet de survivre et elle permet c'est lié à un mécanisme de survie et voilà. C'est dans la durée en fait. C'est la durée. C'est sur la durée. Là, ça crée le stress et l'inflammation chronique. Et donc via ce cortisol là et pour connecter le deuxième pilier de cette explication, c'est qu'en fait la majorité de ces réactions là se passe dans l'intestin. Et il faut savoir que l'intestin est ultra connecté au cerveau. C'est dans l'intestin que se passe la majorité des réactions en chaîne et de la synthèse d'enzymes ou d'hormones qui vont nourrir le bon fonctionnement du cerveau. Donc en fait, quand votre intestin va mal, quand vous avez du stress, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire qu'il y a une perturbation dans l'axe intestin-cerveau et que du coup, forcément, c'est pour ça qu'en fait, il y a l'inflammation qui peut favoriser le stress et le stress qui peut favoriser l'inflammation. Donc, c'est un espèce de cercle. Voilà. Et surtout, il y a aussi l'axe intestin-peau. Aujourd'hui, c'est prouvé que, en fait, de même que le fonctionnement au niveau du cerveau, la peau est considérablement impactée par l'équilibre intestinal. L'équilibre intestinal va considérablement impacter l'équilibre in fine de votre peau. Et donc forcément, quand le cortisol vient dérégler l'équilibre intestinal, le stress et l'inflammation, ça dérègle aussi l'équilibre de votre peau. Mais finalement, c'est un peu logique puisque comme on vient de se dire il y a quelques minutes que c'est dans l'intestin que tout se joue au niveau notamment de la synthèse de vitamines, la transformation de l'alimentation en bonne dose de vitamines, d'enzymes, de cofacteurs pour déclencher les bonnes réactions dans notre corps. En fait, ça fait sens de comprendre que si tout se joue, en tout cas une grande partie dans l'intestin, si l'intestin va pas bien, in fine, notre peau et notre morale peuvent aussi en pâtir. Tout à fait, parce qu'en plus, on sait qu'une hormone qui influence beaucoup notre morale, c'est la sérotonine qui est produite majoritairement dans l'intestin. Je sais plus si c'est 70 ou 80% qui est produit dans les intestins. Donc, quand on a les intestins qui sont complètement déréglés, déséquilibrés, on produit moins de sérotonine et ça a un impact direct sur un potentiel burn-out, une dépression. Ouais, exactement. Et tout ça, en fait, à la base, c'était une inflammation de bas grade, entre guillemets, et qui est devenue systémique et qui, par la chronicité et la durée, a pris une amplification énorme. Exactement. Donc voilà, c'est là où en fait il faut aussi après c'est un peu dur quand je le dis de cette manière, mais pas prendre ses responsabilités entre guillemets, dans le sens où le système de santé est tel qu'il est. Maintenant, l'accès à l'information, à ce type d'information, il n'est pas évident, mais il a été facilité ces dernières années. En tout cas, on peut trouver ce type d'information et il faut essayer de se responsabiliser sur son alimentation, essayer de comprendre un minimum ce qui se passe et prendre soin de soi parce que oui, ça peut déclencher des dépressions, ça peut être la cause de pas mal de choses. Ça implique de s'intéresser un petit peu. Et c'est vrai que parfois, oui, on peut s'y perdre, je l'entends, mais c'est comme ça en fait. Il faut qu'on reprenne le réflexe d'apprendre à se connaître dans le sens de comment je fonctionne, comment ma machine, mon corps fonctionne pour éviter ce type de maladies, les nouvelles maladies, quoi, tout ce qui va être inflammatoire, dépression. Là, je travaille beaucoup en ce moment depuis plusieurs mois sur le magnésium. Et en fait, tous les jours, je découvre une nouvelle étude incroyable sur les implications du magnésium. Le magnésium, c'est assez magique. C'est un truc de fou. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de formes de magnésium. Non, mais Et alors, voilà, le problème des... Bon, je veux pas... Non, si. Mais quand même, le magnésium marin qu'on prescrit beaucoup... C'est une blague internationale. C'est-à-dire qu'en fait, j'étudie le magnésium depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, de manière extrêmement approfondie. Et alors, attendez, j'ai découvert que le magnésium marin, c'est une vaste supercherie. Exactement. Et que pourtant, c'est le magnésium que l'on retrouve sur la totalité des linéaires et des étagères des pharmacies, parapharmacies, que quand on demande à son médecin, oui, je vais prendre quel magnésium,
plein de bonnes intentions, il nous prescrit du magnésium marin. Et en fait, je suis abasourdie. Je suis estomaquée de ce truc. Je pense que ça fait partie de mes constats les plus révoltants depuis que j'ai commencé Combo. Je m'en remets pas. J'en rigole tellement c'est une évidence. Enfin, je suis pas Einstein, quoi. J'ai juste fait un effort de documentation. Et c'est là où il y a quand même un énorme paradoxe, notamment entre tout ce qu'on est en train de se dire là et aussi les communications de santé faites par les médecins. Parce que quand j'entends certains médecins qui disent à la radio ou de manière très impactante que prendre des compléments alimentaires, ça sert à rien parce que de toute façon, on va évacuer les vitamines dans les urines et tout. Bah oui, c'est sûr que si vous prenez du magnésium marin et la pire forme de vitamine B6 qui existe sur le marché, oui, c'est sûr que votre corps, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'en veux pas. Mais on va fatiguer nos reins, en plus, qui est un émonctoire. Voilà. Donc, en fait, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut s'interroger. En fait, les compléments alimentaires peuvent nous aider dans notre vie. Ils vont pas changer une maladie ou autre, mais ils peuvent représenter quelque chose de vraiment génial dans notre quotidien, nous aider à prendre soin de nous, à enrayer certains maux. Par contre, oui, moi, je parle pas de la forme, des formes pauvres, bon marché. En fait, c'est juste, c'est pas ok de faire ce type de comparatif et d'analyse. De même que souvent, quand les compléments alimentaires prennent une place, par exemple en télé ou en radio, le paradigme d'analyse est à mon sens mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grandes émissions parfois, donc moi je suis super contente, ma mère me dit « Ah, il y a une émission sur les compléments alimentaires, génial !» Puis alors, c'est toujours la même question, je résume, je schématise, mais franchement, c'est à la limite de ça, c'est « Le curcuma va-t-il solutionner le cancer ?» Alors en fait non, voilà, ce n'est pas le sujet. Et puis alors je suis bien triste qu'on passe tous nos 30 prochaines minutes à parler de ça. En fait, personne n'a jamais dit ça. En revanche, il y a d'autres, il y a un juste milieu, il y a d'autres sujets. Faut pas prendre des raccourcis. Et si on passe les 5 prochaines années à continuer à avoir en ordre du jour de certaines émissions grand public compléments alimentaires, info ou intox. Bon, en fait, c'est juste qu'on n'a pas les bons prismes d'analyse. Il n'y a pas le bon contexte qui est mis en face, et c'est dommage parce qu'en fait, on change pas on n'aide pas les gens à s'informer. On n'aide pas les gens à prendre soin d'eux dans le bon sens. Et en plus, on reste sur les mêmes débats qui sont pas très porteurs, je dirais. Donc voilà. Désolée, c'était mon coup de gueule du matin. Mais on le partage et on a la même idée aussi sur les documentaires sur la naturopathie. Enfin voilà. N'hésitons pas à avoir d'autres de plus haut et de... Voilà, c'est ça. Et d'interroger les experts aussi. Bah oui. Il y a une autre supercherie que je voulais quand même qu'on dise parce que ça m'énerve trop, ce sont les oméga 3. Ah oui. Qui sont hyper oxydants si on prend pas la bonne forme, on les conserve pas de la bonne manière, etc. Parce que c'est quand même les 2 supplémentations qu'on donne le plus. Magnésium, oméga 3. Et comme si c'était presque de l'eau, enfin, en plus, sans vérification. Parce qu'en fait, on peut vraiment s'abîmer avec ça. Mais bien sûr. Ah non, mais je suis trop contente de parler de ça. Mais c'est là où en fait, c'est dommage parce qu'en fait, ce sont des outils qui seraient des ingrédients qui ont des bienfaits incroyables. Encore faut-il qu'ils soient sous leur bonne forme. Et c'est pour ça que j'adore aussi distinguer 2 choses et 2 métiers. Quand je dis distinguer, c'est plus dans un sens que chacun sa place et chacun son rôle pour aller dans le bon sens. C'est qu'en fait, la naturopathie et toutes les disciplines affiliées ont le rôle de décoder et d'accompagner les gens dans le soin de soi au sens large. Il y a un grand rôle d'éducation. Et moi, mon rôle en tant que fondatrice d'une marque de compléments alimentaires, c'est finalement de travailler main dans la main avec des experts comme les naturaux, comme les nutritionnistes, etc. Mais c'est aussi de faire mon métier, qui est de fabriquer et concevoir des compléments alimentaires, mais de la bonne manière. Et en fait, c'est c'est comme une boîte noire. On ne parle que de ce qu'il faut prendre, ce qui serait intéressant de creuser comme vitamines ou autre, mais personne ne parle de la manière de les fabriquer. Sauf qu'en fait, l'un va pas sans l'autre. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui représente vraiment, on parlait de la mission. Ma mission profonde, c'est ça, en fait. C'est de montrer qu'on peut faire des compléments alimentaires qualitatifs différemment. Et en fait, que les compléments alimentaires puissent remplir leur mission initiale, de prendre soin des gens. Mais en fait, pour ça, il faut qu'ils soient bien conçus. Et bien conservés aussi. Bah, oui.
Et ben c'est pour ça que parce que parfois ils peuvent être bien conçus mais ils sont pas bien conservés, donc et par le packaging, ou aussi chez les gens directement. Ah ben bien sûr, mais complètement. C'est pour ça que nous on est très embêtants, pour pas dire autre chose. On a des packaging spécifiques. D'ailleurs on en avait parlé ensemble, mais c'est un énorme challenge quand on a envie d'être responsable au sens de l'éco-responsabilité et de bien faire le complément, parce qu'en fait parfois je dois prendre des décisions dans le sens de l'efficacité, bien sûr, finale, mais surtout de la qualité de conservation qui vont pas avec le premier niveau d'éco-responsabilité. Donc, c'est dur de prendre ces arbitrages, mais je l'ai fait. Non pas, par exemple, notre stick de collagène, il a pas été conçu du tout pour être pratique. Alors, bien sûr, les gens l'entendent comme ça, et tant mieux, il est sympa, il est joli, il est pratique, et moi j'adore. Mais en fait, je l'ai fait comme ça parce que j'avais compris que le collagène, peu importe ce qu'on en pense ou autre, en tout cas, il était très sensible à l'oxydation et à la prise d'air. Et donc, il était beaucoup mieux que je fasse des formats unidoses qui soient hyper protecteurs de chaque dose de collagène. C'était déjà la base, quoi. Donc, c'était pour ça que j'ai fait des sticks. C'était pas pour, au début, le côté pratique. Donc, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas toujours agréable de lire des infos comme ça. Je sais pas si ce qu'on explique là-dessus est toujours très intéressant pour les gens. Mais en tout cas, la conservation et la fabrication participent de l'efficacité et de la légitimité du complément alimentaire, notamment en France et en Europe. Non, mais ça permet aussi justement de tout ce travail d'éducation, d'expliquer aussi pourquoi d'un complément alimentaire à l'autre, ce sont pas les mêmes prix, ils sont pas présentés de la même manière, et c'est pas juste entre guillemets du marketing ou une image luxe ou quelque chose comme ça. Il y a une réalité de santé derrière. En fait. Oui, moi je schématise, c'est pas vrai, c'est pas le pire moment de ma vie d'entrepreneur, mais une fois j'ai été confrontée par une directrice des achats d'un grand magasin. Moi j'étais hyper fière, c'était une grande réussite pour moi. Et puis j'arrive pour participer à la production de différents contenus vidéo, etc. Et puis en off, elle me dit j'espère que ça va aller les vidéos, hein, parce que c'est bien d'avoir une marque qui est jolie, sympa, avec des flacons noirs, mais vous faites quoi d'autre, quoi? Ah non, mais en fait ça m'avait fait trop mal au cœur, parce que la marque est jolie, mais c'est pas du tout ça. Enfin, je m'étais passée à côté du message. Elle avait pas compris. Mais nous, c'est ce qu'on nous dit souvent. Hein. Ah oui, mais il y a un besoin d'éducation. C'est ce que tu fais là, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc, grâce à vous. Peut-être qu'on peut aussi parler un petit peu de la notion de microbiote cutané. Je sais pas ce que tu penses qu'on pourrait ajouter, parce qu'on a parlé donc du microbiote intestinal, etc. Ça serait intéressant de voir quelles sont ses spécificités. Je vais vous le dire là pour le coup d'un œil plus consommatrice. C'est-à-dire que moi, donc je suis passionnée de la problématique qui a fait la passion, même si ça a été depuis toujours. Je faisais des herbiers, etc. Je voulais être chercheuse en cosmétique quand j'étais petite. Ça s'est transformé en fabricante, marque de compléments alimentaires. T'es plutôt proche de ton franchement. Mais du coup, à cause de mes problèmes d'acné, moi, ça a commencé chez Leclerc et chez Carrefour au rayon Biactol, pour finir dans les grands groupes de cosmétiques à la frontière entre le marketing et le développement. Donc j'ai une expertise, mais je suis aussi une grande consommatrice. Et en fait, le microbiote cutané, on est composé de beaucoup de bactéries, de plein de petits micro-organismes, de bons, de mauvais, et tout ça participe d'un équilibre interne, je résume, et externe. À la surface de notre peau, il y a plein de petits microbes, plein de petites bactéries qui cohabitent ensemble, et tout ce monde vit en parfaite harmonie. Et puis quand on a un problème de peau, ça peut être la signification, la manifestation d'un déséquilibre. Je schématise. Et en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que ce qu'on va s'appliquer sur notre peau, au même titre que ce qu'on ingère, va pouvoir influer positivement ou négativement sur cette barrière cutanée. Déjà, on vient les perturber. Donc, en gros, il faut se dire que c'est comme quand on a des petits animaux dans leur environnement naturel. On arrive avec nos grands sabots de gel nettoyant, crème, super anti-âge, etc. Ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Donc, il faut faire très attention à ça.
Voilà, il faut leur donner la bonne nourriture, les bons outils pour remplir leurs fonctions. Et à l'inverse, il faut limiter au maximum ce qui va être abrasif et va les tuer. Parce qu'en fait, les bactéries, je schématise, mais plus on nettoie, plus on les nettoie, et plus on nettoie les mauvaises, mais on nettoie aussi au passage celles qui ont un rôle et qui sont utiles, et donc les bonnes. Exactement. Donc sur l'équilibre et le microbiote cutané, c'est un peu ça qui se joue. C'est comment prendre soin de ma peau sans l'attaquer, sans déséquilibrer et perturber les bonnes bactéries. Bon, c'est quelque chose que je pense qu'il n'y a pas de remède miracle. En revanche, il faut être vigilant sur sa routine de soins. Donc par exemple, moi, quand je fais Roaccutane et que j'ai le traitement qui va avec toutes les crèmes très asséchantes, etc. Là, mon microbiote cutané, il y en a plus. J'ai tout rasé sur mon passage. Et voilà, moi je suis une cliente normale, donc parfois je sais que le double nettoyage par exemple m'a sauvé de mon acné, avec le côté massant aussi, avec les bons produits simples mais efficaces, etc. Moi je change très peu ma routine skincare maintenant parce que j'ai eu trop de traumatismes, donc j'ai toujours la même chose, etc. Je m'autorise à changer des petites choses, genre le gel nettoyant, la crème de temps en temps, mais bon voilà. Par contre, j'ai fait une découverte récemment. C'est une découverte qui est horrible. Je vais vous faire rigoler, mais c'est pas du tout ok de dire ça. Le teasing. C'est pas du tout ok de dire ça, mais voilà. Donc j'ai accouché, donc j'ai une petite fille il y a 1 an maintenant. Et en fait, comme toutes les mamans, hyper fatiguée et tout. Donc moi, la routine skincare, des maquillages du soir et tout, franchement, c'est plus ma priorité. Et en fait, je me rends compte d'un truc. Ah, c'est horrible. J'ai peur. Et c'est qu'en fait, ma barrière cutanée, ma peau, elle va un peu mieux. C'est-à-dire que j'ai un peu plus de microkystes parce que parfois je me démaquille pas le soir. Bon, je me maquille jamais, mais je me nettoie pas la peau le soir. Par contre, l'élasticité et le niveau d'hydratation, jamais une peau en aussi bonne qualité. Parce que moi, vu que je décapais ma peau avec mon acné, ensuite j'ai fait Roaccutane, j'ai décapé ma peau avec des crèmes antibiotiques, crèmes topiques, antibiotiques intérieurs, etc. Et ensuite, j'étais vraiment aficionados des routines skincare un peu compliquées. En fait, j'ai toujours une barrière cutanée un peu sur le fil du rasoir, comme on dirait. Et là, en fait, j'ai quelques imperfections. Donc, ça fait partie du jeu. Pas grand-chose quand même, hein. Franchement. Mais en fait, je me rends compte que ma peau, elle est plus rebondie, plus ferme, plus solide. Ouais. Mais du coup, là, tu fais juste du nettoyage et tu fais même pas, tu mets pas de crème hydratante et tout? Alors, hier soir, par exemple, j'étais super fatiguée de ma journée de travail. Et donc, en fait, je me suis pas fait le double nettoyage. Je suis allée me coucher. Et en fait, je me rends compte que quand je fais ça, j'ai des problématiques de peau, certes, un peu un teint gris ou autre, mais bon, il y a quand même plein de skincare super performantes qui aident à enrayer ça. Mais je me rends compte que ma peau est moins déshydratée. Donc si je fais le matin, je me lave quand même le visage, je mets une crème solaire, une crème hydratante. Mais ce que je veux dire, c'est que faire l'impasse sur ce geste incroyable, fondamental du nettoyage, c'est triste à dire, mais je l'avais jamais fait de toute ma vie. Et là, depuis que je suis maman, c'est la première fois de ma vie, depuis que j'ai 12 ans, que je fais l'impasse de temps en temps dessus. Et en fait, ça aide ma peau à être plus résiliente. Et donc, pour moi, ce que j'en comprends, en tant que consommatrice, c'est qu'en fait, c'est un équilibre à trouver. Peut-être que ma manière de faire est pas encore super rodée. Peut-être qu'il faudrait maintenir le geste du nettoyage tous les soirs, mais avec des produits encore plus doux, par exemple. Je pense que c'est ça la solution. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, plus on prend soin de sa peau, plus il faut faire attention aux produits qu'on applique, à la quantité de produits qu'on applique ou autre, parce qu'on peut déséquilibrer le microbiote cutané. Parce que en fait, moi qui pensais que ça allait être une catastrophe, c'est pas si catastrophique que ça. Je pense que c'est lié aux compléments alimentaires, je pense que c'est lié à mon hygiène de vie. Moi, j'habite plus à Paris non plus, donc je suis moins dans la pollution, etc. Mais je pense que c'est aussi que parfois, ça vaut le coup de laisser sa peau un peu tranquille. Absolument, de toute façon on l'entend même parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où et je vais pas dire aux gens de pas prendre les douches, surtout en ce moment avec la chaleur et le métro. Mais il n'empêche qu'on dit souvent, voilà, il faut pas, si on prend plusieurs douches dans la journée, pas à chaque fois avec une tonne de savon, etc. Voilà, que ça soit peut-être plutôt à l'eau claire. Il faut profiter de tout ce qui se passe sur ces marchés-là pour aller trouver le bon produit, pas trop décapant. Après, bien sûr, tout ça, ça dépend de la connaissance de sa peau, des états qu'on traverse. Je dis pas que je vais faire ça le jour où j'ai été maquillée, où j'ai fait des tournages, où j'ai fait du sport, c'est juste que ce que je dis, c'est que, en fait, il faut vraiment,
apprendre à prendre soin de son équilibre interne et externe. Là, on parlait de compléments et d'alimentation avec le régime FODMAP où j'ai appris que je digérais pas l'aubergine, par exemple, voilà. Et pour la skincare, par des petits accidents de vie comme ça où en fait je me suis pas démaquillée, c'était pas si grave ou autre, j'ai compris que ça pouvait aussi aider ma peau à la laisser tranquille, à faire son travail et aussi à être plus résiliente, un petit peu plus forte. Oui, faire confiance un peu à notre machine qui est si bien faite, en fait. Une fois voilà. quand on la respecte, elle nous respecte aussi. Exactement. Ça va dans Exactement. tous les sens. J'ai envie qu'on passe à un autre chapitre, le côté un peu plus entrepreneurial, un peu plus business. Est-ce que tu adaptes ton management et ton organisation à un peu tous les grands principes qu'on a abordés là ? Alors, pour moi, le management, pour poser la base, c'est une des choses qui est la plus difficile qu'il soit. C'est quelque chose que l'on n'apprend pas à l'école, peu importe l'école que l'on a pu faire. Et si bien qu'on ait eu un cours de management très théorique, c'est des humains qu'on a en face. Donc bien sûr, tout ça, ça dépend de notre niveau d'empathie, de nos objectifs, etc. Mais moi, j'ai fait l'expérience de plein de management différentes à l'époque où quand j'étais plus jeune. J'ai été dans des grands groupes connus pour j'ai aucun souci à le dire, pour des types de management très spécifiques. Par exemple, chez L'Oréal, il y a un management à la confrontation qui est maintenant avec du recul, qui peut être positif sur plein de domaines, mais quand on est très jeune, qui peut être parfois vécu de manière assez violente. Donc moi, déjà, en tant que manager, j'avais un peu le souci de bien faire, d'être dans le respect et le côté juste. C'est pas évident. Parce que en fait, je suis pas parfaite. En plus, moi, j'ai envie de bien faire. Et donc c'est quelque chose qui me drive énormément, comme je vous l'ai dit, de faire des bons compléments, d'apporter les bons messages aux gens. Je trouve que donner du sens dans les moindres actions qu'on va faire, c'est aussi respecter nos communautés et nos clients. Oui, il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, etc. Mais justement, valorisons le temps d'attention que les gens nous portent et essayons de faire quelque chose de bien pour eux, que ce soit visuellement ou en termes de contenu. Donc, je suis extrêmement exigeante. Et donc, j'essaye au quotidien de faire rimer exigence avec justesse et respect. Et comme beaucoup de femmes, et puis voilà, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui traîne. Donc, je m'excuse aussi 12 fois par jour en disant « Est-ce que tu peux faire ça ? Je suis désolée. » Donc, je travaille dessus parce que, comme encore une fois, on est là pour apprendre et pour s'améliorer au quotidien. Donc, ça fait partie de mes grands axes d'apprentissage depuis quelques temps maintenant. J'essaye vraiment de faire rimer le côté juste et l'exigence. Après, je me dis que mes anciens stagiaires ou employés, j'ai toujours gardé contact avec ces personnes et parfois elles me rejoignent. Donc je me dis qu'elles sont pas traumatisées, ça va. Et du coup, est-ce que tu recrutes tes collaborateurs et collaboratrices en ayant cette demande qu'ils aient des compétences ou en tout cas qu'ils aient envie de monter en compétences sur tous les principes dont on a parlé là ? En fait, je sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais j'ai tendance dans les processus de recrutement à responsabiliser la personne en face. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, je dis voilà, en fait, Combo, c'est une marque qui a des besoins, qui requiert beaucoup d'expertise. Et si tu n'as pas cette expertise, c'est pas grave, mais il va falloir une énorme dose de curiosité et d'intérêt pour ce secteur, sinon tu vas t'ennuyer. Ou sinon, on va pas y arriver. Alors c'est à toi de voir, parce que je vais jamais pouvoir évaluer le niveau d'expertise de la personne en face en 1 heure ou en une étude de cas. Je vais pouvoir voir si elle est maligne, si elle a vu, mais je pourrai jamais creuser le niveau de sensibilité et de passion pour le secteur. Mais je préviens. Je te préviens, tu peux me dire oui, on est content, on travaille ensemble. Si tu n'es pas réellement passionné, ça va pas le faire. À un moment, ça va être trop dur. Bon, c'est ce qui se passe. Donc parfois, ça se passe super bien et parfois, en fait, ça se passe très mal. Pas dans le côté violent ou autre, c'est juste qu'en fait ça fit pas. Donc encore une fois, j'encourage les gens à se responsabiliser et à se dire ok, en fait c'est ce sens-là dont on se parlait, c'est aussi un sens des personnes qui sont présentes autour de la table quand on a un recrutement. Pourquoi t'es là ? Est-ce que tu as envie
de faire un stage parce qu'il faut cocher une case sur ton parcours de formation, ou est-ce que parce que tu es vraiment animé par une mission qui peut être connectée. Je demande pas aux gens d'avoir la même mission que moi ou que la marque, mais est-ce que tu as envie d'apprendre tout ce qu'on a dit ensemble là depuis qu'on est ensemble ce matin fait écho en fait au processus de recrutement. C'est une question d'envie d'apprentissage, de curiosité, de passion pour le secteur ou pas, d'histoire de vie, de fit avec la mission de la marque et d'envie de bien faire. Si on a juste signé pour faire un stage et qu'on sait pas trop pourquoi on est là, ou alors je vous parle même pas du CDI et des CDD, mais en fait ça fit pas. Par contre, si on s'entend bien sur un de ces critères-là, avoir envie de donner du sens dans ce qu'on fait, être curieux d'apprendre des nouvelles choses, prendre son métier à cœur et avoir envie vraiment de donner du sens au contenu qu'on va créer, en fait là ça c'est méga fit. C'est l'inverse en fait. Voilà. Donc c'est pas évident à gérer. Mais je travaillais avec j'ai une prestataire là, on est sur une mission pour du CRM et on se connaît depuis quelques années. Et j'arrêtais pas de m'excuser dans notre brief et je disais je suis désolée, je sais c'est dur ce que je demande, etc. Et elle m'a dit j'ai adoré, elle m'a dit Erika, c'est pas que c'est dur ce que tu demandes, t'excuses pas, c'est juste que t'es exigeante, mais en fait on est hyper contents tous après du résultat, donc c'est bon, t'inquiète, je te connais, je sais que c'est pas mal intentionné, c'est juste que t'as envie de bien faire. Et j'ai dit ah oui c'est vrai. ça t'a détendu. Ouais, ça m'a détendu. Et justement, quand tu étais dans cette industrie-là, et en plus, vous avez quand même comme vision principale, objectif principal de traiter la peau, forcément, il y a plein de questions par rapport à la société, etc. Est-ce que, et ça c'est quelque chose qui est très important aussi bien dans l'image de marque que pour toi, on entend dans ton discours, cette chose de faire une différence entre traiter l'esthétique et traiter la santé, justement. Et comment faire en sorte qu'il y ait une relation apaisée à sa peau dans une société qui survalorise l'apparence. Comment vous le traitez ça, vous, au sein de Combo ? Alors déjà, Combo, c'était le fait d'entrer par la peau. C'était, comme vous l'avez compris, lié à mon histoire personnelle. Mais aussi, pour moi, c'était une manière d'entrer pour sensibiliser à des questions de santé et de bien-être. Pour moi, la peau était l'entrée pour faciliter la passation de certains messages, la communication de certaines informations et l'objectif d'éducation. Parce que la peau, tout le monde se sent concerné plus facilement. En tout cas, j'avais tendance à le croire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de manière très simple. Hein, si le fait de prendre soin de soi, dans le sens très large, hein, respecter son sommeil, son alimentation d'une manière raisonnable, mais voilà, prendre des compléments, avoir les bons réflexes, ça va favoriser une belle peau. Mais si, encore une fois, on considère que la peau, c'est le reflet de notre bien-être intérieur, bah dans ce cas, moi, ça sert ma mission. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on n'est pas trop dans la valorisation des peaux parfaites. On a eu jusqu'alors, on a eu très peu de mannequins peau. On n'est pas trop dans cette apparence-là. On est plutôt dans la bonne éducation, voilà. Et sur le côté esthétique de la marque et puis de la peau, en fait. Pour moi, c'est comme je vous le disais, l'esthétique de marque, c'était une manière de me différencier sur le marché. Parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de concurrents, avec peut-être qui allaient avoir beaucoup plus de moyens que moi, parce que moi je mettais tout dans mon innovation et mes formules, donc c'était pas évident d'avoir le même niveau de marketing que les autres. Donc le fait de faire du très beau, c'était pour moi une manière de me différencier, d'attirer l'attention et c'était d'avoir un beau véhicule pour mes messages, quoi. Voilà. Après, on fait très attention à ce qu'on dit. On n'a jamais donné de conseils alimentaires au sens de recettes un peu gratuites comme ça. Quand on parle d'une famille de nutriments, c'est toujours de manière assez cadrée. J'aime pas faire les choses gratuitement, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, absolument. Mais c'est vrai que c'est important. Désolée, vous me dites si je. Non, mais justement par rapport à
à ce que à ton à l'objectif de la marque, etc. Vu que là on parle de la peau depuis tout à l'heure, c'est vrai que parfois on peut avoir il y a certaines entreprises qui pourraient se dire justement on va être sur de la peau parfaite, etc. et en se focusant juste sur l'aspect apparence en fait. Oui, et puis l'éducation. En fait, je creuse ce sujet, mais apprendre aux gens qu'on a des types de peau certes, mais qu'on a aussi surtout des états de peau qui peuvent varier en fonction de notre niveau de stress, de notre cycle hormonal, de l'environnement, c'est-à-dire le temps, les saisons, la climatisation, le chauffage, l'âge aussi. Et l'âge. En fait, d'avoir cette notion qu'il y a 2 niveaux de lecture, le type de peau et les variations d'état de peau, déjà, c'est énorme d'arriver à faire ça, comprendre ça aux gens, parce que ça va leur montrer que je vous donne les outils en main pour que vous appreniez à cohabiter en paix avec votre peau. Et non, on va pas rechercher la peau parfaite. Par contre, vous allez pouvoir, mais c'est pareil pour le sommeil, pour la digestion, pour tout, pour le sport. L'idée, c'est pas d'être le meilleur, d'avoir la peau parfaite. Par contre, c'est d'être en bonne harmonie avec sa peau, avec son organisme, d'avoir les bons gestes en fonction du bon moment. Et oui, in fine, ça va probablement correspondre à une jolie peau quand on se met en mouvement. Si on arrive à trouver la bonne recette pour soi, qui nous correspond, que ce soit de la course, des mouvements doux ou autres, ça va forcément se traduire par, en fait, des rituels, une régularité, pour tout ce que je vous évoque là, la peau, le corps, tout. Et en fait, le rituel, la régularité, l'infusion de notre quotidien va déboucher sur un corps plus sculpté, une peau un peu plus jolie. Mais c'est pas, nous, on vend pas la carotte, soyez beau, c'est plus soyez bien. Et puis après, vous verrez que c'est cool, il y a des bonus. C'est ça. Donc, il y a même pas de package skincare parfaite à vendre sur le site. Non, par exemple, aussi d'autres marques. On avait eu des super articles sur des beaux numéros de presse. Moi, j'étais hyper fière et tout. Mais bon, oui, il y avait mes clientes les plus anciennes sont tellement habituées à notre éthique que, par exemple, on avait eu quelques articles qui disaient toutes les filles ayant une peau parfaite prennent ce complément. Alors, en fait, c'est génial pour nous d'avoir un article comme ça. Mais du coup, moi, toutes mes clientes, elles m'avaient dit, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire avoir une peau parfaite? Vous dites jamais ça. Et on avait dû leur dire, bah non, mais c'est pas ça. C'était la journaliste, elle a voulu bien faire. C'est pas ce qu'on défend. Il y a pas de perfection. Mais voilà, pour dire que nos vraies clientes sont aussi au fait de cette éthique de communication et que non, on revendique pas le corps parfait ou la peau parfaite. Je trouve que c'est votre gros avantage concurrentiel personnellement, parce absolument. Que c'est la facilité. Ouais, absolument. Ah oui, par exemple, on n'a pas de gamme régime, détox. Bah oui. Moi, je supporte pas ces axes-là. Je trouve qu'ils sont mis hors de leur contexte et du savoir lié par exemple, à tout ce qu'on s'est dit sur les toxines, parler de la détox, etc. Comme ça, je refuse. Oui. De toute façon, si on prend mais aussi bon soit-il, on prend un complément alimentaire. Si on fait pas, on n'a pas une hygiène de vie qui va avec en même temps. Parallèle, ça sert à rien. Les compléments détox traditionnels sont souvent pas très bien formulés, vont plutôt dans le sens de la surstimulation des organes émonctoires plutôt que dans leur apaisement et dans leur soutien. Donc souvent on a un double effet qui se coule, qui se manifeste très vite chez les gens atteints d'intestin irritable ou qui ont un système digestif un peu fragile. Moi je peux pas prendre des ampoules de radis, d'artichaut, etc. Je tombe dans les pommes. Je suis pas bien du tout parce que c'est trop pour moi. Donc je dis pas que c'est pas bien. Je sais qu'il y a plein de femmes qui adorent, mais franchement c'est pas ce qu'on défend nous. Est-ce que t'as parmi tes KPIs un KPI sur l'empreinte santé de Combo? C'est trop intéressant. J'adorerais. Alors, moi, quand j'ai monté la marque, je savais mathématiquement que j'allais devoir faire beaucoup avec peu. Donc, j'ai appris à désapprendre les KPIs parce qu'en fait, on était une marque qui était à l'inverse du bon sens dans le business. C'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de clientes, mais des clientes extrêmement engagées. J'ai fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi. J'avais une base de clientes assez restreinte, mais qui convertissait énormément. J'avais une croissance qui était pas phénoménale, mais qui était très pérenne. Donc, du coup, j'étais toujours dans le quali plutôt que le quanti. Donc, j'ai pas un KPI santé. Par contre, je perçois
que on a aidé pas mal de personnes à se sentir mieux. Parce qu'en fait, l'essentiel peau, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'était un prétexte pour entrer sur le bien-être des gens. Et en fait, l'essentiel peau, c'est une formule qui est très multi-active et bienfaisante sur plein d'autres aspects. Et donc, j'ai plein de clientes qui sont... Notre premier KPI sur l'essentiel peau, c'est l'abonnement. Enfin, en fait, en gros, la totalité des clientes de l'essentiel peau sont abonnées. Et en fait, c'est l'équilibre émotionnel, le bien-être mental, la meilleure digestion, et le syndrome prémenstruel. Donc moi, j'ai plein de... Toutes mes clientes long terme, globalement, sont les raisons de la consommation de l'essentiel peau. J'ai aussi des anecdotes incroyables. On a calmé les allergies et les crises d'allergies saisonnières de plusieurs clientes. Parce qu'en fait, on a un complexe anti-inflammatoire. Donc après, ça fait sens. Mais moi, je soupçonnais pas ça. Et j'ai une cliente qui me dit, non, mais moi, vous m'avez changé ma vie. Je ne suis plus allergique. Enfin, donc ça, c'est des trucs complètement anecdotiques que je peux pas chiffrer, mais qui sont juste fous pour nous. Enfin, voilà. Absolument, c'est très important. C'est hyper important. Et sinon, il y a quelques années, j'avais mené un questionnaire assez creusé à grande échelle auprès de toutes nos clientes qui avaient déjà fait 1 à 2 cures de 3 mois de l'essentiel peau. On avait eu un taux de retour très élevé. On avait eu plus de 500 réponses. Et en fait, ça avait été incroyable parce qu'il y avait 98% de ces personnes qui disaient que l'essentiel peau avait changé leur vie et leur peau. Et que du coup, c'était la meilleure formule en termes d'efficacité et de qualité de vie qu'elles aient pu consommer. Donc on n'a jamais revendiqué cette étude, mais voilà, c'est plus ponctuel, quoi. Tu parles beaucoup de clientes féminines. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des hommes dans vos clients ou pas? Oui, on a des hommes. Ouais, on a des hommes, mais il y en a moins que les femmes. Mais on a des hommes qui sont aussi très fidèles, avec qui on échange, qui prennent l'essentiel peau, le collagène, de plus en plus aussi avec nos électrolytes. On a de plus en plus d'hommes parce que du coup c'est quelque chose qu'ils connaissent un petit peu mieux, lié au sport. Donc ouais, mais on a beaucoup de femmes. La majorité. Mais trop intéressant le KPI santé, j'adore. Comment vous le matérialiseriez? En fait, on a eu un épisode justement avec Christine Bellhomme qui développe cette notion-là et cette approche. C'est pas quelque chose qui est encore très développé, en tout cas en France, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait exister de partout. Et l'idée, c'est de se dire que dès la conception du moindre élément, que ce soit au sein d'une entreprise, mais même au sein de la société de façon générale, toujours réfléchir à son impact futur, en fait. Bien sûr. C'est d'avoir un peu cette idée d'économie circulaire aussi, d'une certaine façon, de penser au produit au moment de sa conception, mais aussi au moment de sa disparition, et d'avoir elle nous donnait pas mal d'exemples en ce sens, même sur des choses un peu anecdotiques qui peuvent être comme des ampoules, etc. On n'y pense pas. Parfois, on va penser à l'aspect plus environnemental, mais au sens développement durable peut-être, mais ça a un impact négatif sur la santé, par exemple. En fait, et du coup, c'est bien que je t'ai reposé cette question, parce que du coup, ça me permet de faire écho. En fait, j'ai appris quelque chose avec Combo, c'est que finalement, toutes les décisions doivent être prises dans moi, j'ai une matrice mentale que je n'ai jamais posée à plat parce qu'elle est trop complexe, mais d'arbres de décision, une matrice décisionnelle où en fait, c'est comme s'il y avait un mapping avec impact environnemental, niveau d'efficacité, impact sur le bien-être des personnes, discours, enfin, vous voyez. Et en fait, c'est une somme d'arbitrage et donc il faut faire des choix, mais il y a toujours tous ces paramètres qu'on va venir évaluer. Et donc, pour faire écho à ce KPI santé, il va y avoir la santé environnementale, donc de l'environnement qui nous entoure, l'impact santé pour la personne en face, que nous, on mesure via nos études cliniques, l'impact environnemental, on va le mesurer via les audits réguliers qu'on essaye de mettre en place sur la mesure de notre impact, en fait, en tant qu'entreprise. Mais c'est pas évident, parce qu'il y a des débats. Le plastique, aujourd'hui, il y a certaines formes de plastique qui sont bien prises en charge par l'industrie, donc qui dépensent moins d'eau, vous connaissez l'histoire. Mais quand on a un matériau innovant, on dépense plus d'eau, mais il va mieux se désagréger après dans la nature. Donc en fait, c'est une somme de facteurs à analyser ensuite qui doivent servir la prise de décision. Donc il n'y a pas de produit parfait, il n'y a pas de démarche parfaite. Par contre, je trouve qu'à partir du moment où on fait le travail d'évaluer tous ces critères-là, ensuite on n'est pas des robots, mais on essaye d'aller dans le bon sens. Et j'ai envie de dire finalement,
Et si on se rapportait tous à la définition de la santé par l'OMS, qui est en fait une somme de critères, parmi lesquels l'accès à l'information, le fait de consommer suffisamment d'eau, de dormir suffisamment, de consommer en conscience par rapport à la prise d'information. En fait, finalement, est-ce que chaque produit et chaque démarche dans notre entreprise devrait pas être guidé par cette définition qui est assez large de la santé? Ça pourrait être super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas abordées? Alors, je dirais qu'il faut apprendre à se connaître dans l'objectif d'aller à l'essentiel. C'est vraiment pour ça que les produits s'appellent comme ça. Aller à l'essentiel, c'est pas au sens de la moindre qualité, c'est plutôt au sens du choix en conscience. Pour tout, en fait, pour son job, pour son quotidien, il faut apprendre à faire des choix. Faire des choix, ça veut dire renoncer, mais ça veut aussi dire choisir de s'investir dans des choses qui nous animent vraiment. Donc, il faut choisir ses combats. On peut pas tout faire, et ça, moi, j'en ai conscience. Je suis pas en train de dire qu'il faut être parfait sur tous les plans, mais par contre, ça vaut le coup de se concentrer sur des petits gestes du quotidien, son hydratation, son sommeil. Si on se sent pas bien dans son travail, essayer de voir ce qu'on peut faire pour changer, les petites actions en fait qu'on peut mettre en place au quotidien dans toutes les piliers de notre vie qui peuvent en fait considérablement changer notre bien-être sur le long terme. C'est ça le message qui me tient à cœur, c'est ça. Super. Merci. Merci beaucoup pour ta sincérité, ta générosité tout au long de cet échange. Merci. C'était passionnant. Merci à vous. On se retrouve pour le Q&A. Alors. Ouais, la semaine prochaine. Ouais. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.